Radio Shalom 94.8. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Shalom, 20h03 et 58 secondes, 94.8, toutes les autres fréquences. Vous nous passez un petit coup de fil au standard de la radio, vous connaissez ce numéro par cœur, 01 43 36 04 06. Greg est avec vous, Rudy est à la réalisation technique de cette émission. Bonsoir Rudy. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Bienvenue. Alors tout d'abord, vous le savez, ce soir, émission spéciale, émission exceptionnelle. Je remercie d'abord mon équipe de spécialistes d'avoir accepté de ne pas être présent ce soir. Vous les retrouverez bien évidemment la semaine prochaine. J'en profite également pour remercier la direction et la rédaction de Radio Shalom de la confiance qu'ils me témoignent. Et je suis très heureux de recevoir ce soir Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur Chaim Corsia, en direct dans le studio de Radio Shalom. Bonsoir. Monsieur le grand rabbin de France. Bienvenue sur Radio Shalom. Un plaisir. Depuis le temps que je voulais faire cette émission avec vous. Voilà. Vous êtes là en face de moi et je vous remercie. On va, sous forme de discussion, Monsieur le Grand Rabbin de France, évoquer plusieurs thèmes, bien évidemment, avec vous. Et je voudrais commencer par une actualité absolument terrible. On a encore appris un attentat horrible ce matin en Israël. Et j'aimerais que vous vous exprimiez justement sur cette actualité en Israël qui devient de plus en plus sanglante et qui nous fait de plus en plus peur. C'est une tragédie, c'était très, très lourd, très dur d'apprendre cela ce matin. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le plus atroce possible. Des personnes qui prient dans une synagogue, une sorte de manque de respect du moment le plus sacré, du lien entre un croyant et son créateur. Et c'est la négation de tout alibi, de toute humanité. Et je crois qu'il est important que chacun, et je crois que comme beaucoup d'autres, j'ai reçu tant et tant de messages de condoléances, et j'ai senti une vraie peine, une vraie douleur de beaucoup face à cet événement, et bien au-delà de la communauté juive, bien entendu. Et je crois que c'est un impératif pour nous, pour continuer à croire et à défendre ce que nous défendons aujourd'hui. Nous avons un conseil d'administration du consistoire. Le consistoire a fait un communiqué, mais c'était surtout pour nous l'engagement, l'obligation de sentir que nous avons quelque chose à défendre. Et j'ai partagé une petite réflexion avec les membres du conseil en leur disant que le soir de la Haggadah de Pessah, on dit la phrase suivante: Bechol dor vador, à chaque génération, quelqu'un se lève pour vouloir nous exterminer. Et l'Éternel nous sauve de ses mains. Et je crois que cette phrase du Seder de Pessah résonnait particulièrement. Il faut garder, malgré tout, ici et ailleurs, en Israël en particulier, il faut garder l'espérance, parce que à un moment, le droit, la justice fera jour. Mmh. Alors vous parlez du droit, vous parlez de... J'ai un ami américain qui est en Israël en ce moment, qui m'a en plus expliqué que l'une des victimes est le petit-fils du Rav Soloveitchik. Et ça m'a renvoyé à la grandeur de cet homme qui a écrit ce livre lumineux qui s'appelle L'homme de la Halacha. Et je me dis que voilà, on a une responsabilité collective à défendre ce qui était cher à ces victimes. Et qu'est-ce qui était cher pour eux? La présence dans le judaïsme, la présence à des offices, cette participation à un élan qui est celui du peuple juif. Et finalement, notre réponse à nous, qui sommes loin, c'est avant tout de poursuivre le geste qui était le leur, celui de la prière et d'espérance. Alors on a une très grande pensée pour les familles des victimes. Nous entendions dans le journal de 18h et dans le journal de 19h que certaines et certains étaient encore dans un état critique. On attend, bien évidemment, et on pense très très fort aux familles. Avec le président du consistoire, on a décidé tout à l'heure de lancer un appel pour les synagogues, Shabbat. On sera un office particulier avec... les victimes seront déjà enterrées. Vous savez qu'en Israël ça va très vite, et on aura une idée plus certaine pour les blessés, et on aura leur nom et on fera des prières, parce que notre possibilité, notre action, c'est la prière aussi. Alors, vous disiez il y a un instant que nous étions loin, même si nous avons beaucoup parlé sur cette antenne, et nous en reparlerons avec vous, de l'unicité du peuple juif. Et c'est vrai que beaucoup de nos frères juifs en France décident aujourd'hui de faire leur alia, de partir soit pour des motifs tout à fait personnels, soit pour des motifs plus angoissants, plus sérieux, puisqu'il y a une montée de l'antisémitisme aujourd'hui. Je dirais même mieux une montée de la judéophobie
lobby aujourd'hui en France. Vous êtes, vous, le grand rabbin de France. Comment vous percevez ces personnes de confession juive qui, d'un jour à l'autre, parfois, décident de quitter la France pour aller soit vers Israël, soit vers les États-Unis, soit vers d'autres pays, tout simplement parce qu'ils ont peur aujourd'hui de vivre en France? Plus que la peur, c'est plutôt le fait que certains ne reconnaissent pas la France de nos rêves. La France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est une société qui devient difficile pour tout le monde. Et les Juifs sont souvent ceux qui perçoivent les vibrations d'une société avant les autres. C'est ce que je crois, en tout cas, le gouvernement et l'ensemble de la société a compris. S'assurer du bien-être des Juifs, c'est pas uniquement s'occuper des citoyens juifs français, c'est en même temps s'occuper de l'ensemble de la société. Et il y a là un impératif à comprendre que on défend l'ensemble de ce qu'est la société française. Parce que les ennemis des Juifs sont aussi les ennemis de la France. Regardez on peut remarquer qu'à Sarcelles, par exemple, en juillet dernier, les mêmes fous furieux qui ont attaqué la synagogue s'en sont pris au commissariat de Garges-les-Gonesse. En revanche, les jeunes qui, derrière le cordon de police, étaient devant la synagogue, les jeunes juifs qui étaient derrière la synagogue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Derrière le cordon de police. C'est-à-dire devant, il y avait des fous avec des cocktails Molotov, des pierres, etc. Les policiers étaient là, au milieu, avec beaucoup de courage. Et derrière eux, des jeunes qui ont chanté la Marseillaise. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes une part de la France et l'enjeu pour le consistoire, dont la devise, n'oublions jamais, c'est religion et patrie. L'enjeu, c'est d'être capable de continuer à porter ce que nous sommes à l'ensemble de la société. Pour porter ce que nous sommes, il faut qu'on puisse le vivre dans les synagogues sereinement, le vivre dans les rues sereinement, le vivre à l'université sereinement. En fait, il faut que la société, de manière générale, retrouve la sérénité. Ce qui, une fois fait, permettra à ceux qui décident de faire leur allié, de s'installer en Israël, parfois par conviction politique, religieuse, parfois même en une économie plus compétitive apparemment que la nôtre en France, de le faire dans un libre arbitre absolu. Il y a une grande différence entre choisir parce qu'on décide avec sa famille de partir, et c'est difficile de partir. On le voit bien lorsque Dieu demande à Abraham de partir, c'est pas facile. Donc il faut mesurer l'effort que cela représente. Mais en même temps, partir qu'on a le sentiment qu'on n'est plus aimé, respecté dans sa pleine dignité de citoyen en France, c'est quelque chose d'intolérable. Et donc l'enjeu qui est le mien, c'est de faire en sorte que la société française se mobilise pour faire en sorte que les Juifs se retrouvent la place normale de tout citoyen, parce que nous avons un devoir aussi d'apporter quelque chose à la France, et comme l'a si bien dit le Premier ministre, la France ne serait pas la France sans la présence des citoyens juifs. Alors, vous avez été élu le 22 juin 2014 et vous avez commencé à agir très rapidement, même le jour même, puisque de mémoire, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais vous êtes allé le jour même inaugurer, plus exactement célébrer les 150 ans de la synagogue de Lyon, dont vous êtes originaire d'ailleurs. Oui, je suis né à Lyon. Vous êtes né à Lyon. Donc j'avais promis d'y aller, élu ou pas élu. Je crois que c'est une façon de reconnaître l'histoire du judaïsme en France. La synagogue du Kittilit à Lyon est une belle et grande synagogue qui a été rénovée. Et je trouvais normal de rendre hommage à ces présidents, ces administrateurs, ces rabbins qui s'investissent dans la pérennisation du judaïsme en France. Parce que c'est un enjeu fort. Au moment où certains se posent des questions, nous, on entretient les bâtiments. Et le prophète Ézéchiel a dit « Je changerai vos cœurs de chair en cœurs de pierre ». Et nous, qu'on est capable de bâtir la pierre, c'est pour permettre aux femmes et aux hommes de vivre encore leurs émotions, leur judaïsme en terre de France, parce que le judaïsme est présent en France depuis plus de 2000 ans, et il s'agit de faire en sorte qu'il soit toujours à sa place. Alors, vous parliez d'histoire, on va bien évidemment en parler, on va plus axer également sur le devoir de mémoire, sur le travail de mémoire. Vous avez un sujet qui vous tient extrêmement à cœur et qui est tout à votre honneur, c'est le dialogue interreligieux. Vous avez commencé à le faire bien avant que vous soyez élu dans vos fonctions d'aumônier et dans vos fonctions également de grand rabbin. Vous vous rendez très souvent au sein des écoles juives pour essayer de faire comprendre qu'il est capital d'avoir un devoir de mémoire, d'avoir un travail de mémoire, mais vous vous rendez avec un représentant généralement de chaque culte pour lutter contre les préjugés, pour lutter contre les idées préconçues. Alors, aujourd'hui, ce devoir de mémoire, ce travail de mémoire est essentiel, bien évidemment, pour que l'atrocité d'hier ne se déroule absolument plus jamais. Comment aujourd'hui, en tant que grand rabbin de France, on arrive à tenter de faire passer le message
que, certes, il faut y avoir le devoir de mémoire, c'est une certitude, mais que ça se travaille au jour le jour et que ce travail de mémoire est un élément essentiel et capital de la vie d'un homme. D'abord, il faut le faire pour soi. C'est une grande règle. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose pour la société, il faut d'abord l'expérimenter pour soi. Et donc je dis, si on va lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme, le gouvernement va mettre les moyens. Le président, le Premier ministre, s'y sont engagés. Mettre les moyens, c'est augmenter l'action, la possibilité d'action, de coordination d'un préfet qui est celui qui coordonne toute l'action de lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Donc ça, c'est important qu'il y ait des moyens. Et on ne peut pas se satisfaire exclusivement de bons sentiments, ni d'opérations ponctuelles. Mais avant tout, j'ai dit, on va lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme, on va commencer par nous. Parce que mon ambition, c'est que ça se passe dans les écoles, dans toutes les écoles de la République. Mais avant, on va commencer, je le dis, par nous. Or, nous sommes aussi parfois porteurs de préjugés. Voilà pourquoi je me suis rendu par 2 fois avec un imam dans des écoles, l'école Rachi, puis l'école Lucien de Hirsch pour l'instant. On va contacter d'autres écoles, puis avec un curé, toutes les mêmes écoles, pour déconstruire les préjugés. Et la première fois, il y a un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation nationale qui est venu assister à la séance. C'était extraordinaire. La seconde fois, c'est une sociologue qui a vu ce qui se passait. Comment ça fonctionnait avec les jeunes. Or, si ça marche ici, ça marchera dans les autres écoles. Et je suis allé à Strasbourg, où grâce au Concordat, les religieux entrent déjà dans l'école, prêtres, pasteurs et rabbins. Et donc l'idée, c'est que on puisse expérimenter dans l'école publique interconcordataire, c'est à Strasbourg. J'ai eu l'accord du maire de Strasbourg, l'accord du préfet, de sorte de pouvoir permettre aussi de déconstruire les fausses images qu'on peut avoir sur le judaïsme dans les écoles publiques chez les jeunes. Je pense aussi qu'il est important de faire rentrer, non pas forcément des rabbins d'ailleurs, peut être, et je voudrais, on peut lancer un appel à travers votre émission, demander à des professeurs des écoles qui sont en retraite et qui auraient la capacité, eux, à transmettre, qui ont les méthodes éducatives pour transmettre à des jeunes dans les écoles catholiques, par exemple, pour pouvoir expliquer ce qu'est le judaïsme. Il n'y a pas besoin d'être rabbin pour expliquer ce qu'est le judaïsme, pour expliquer le calendrier, les fêtes, le sens des fêtes, expliquer ce que nous vivons. Et uniquement pour que des jeunes dans des écoles rencontrent au moins une fois un juif qui leur parle du judaïsme, sans volonté, évidemment, de prosélytisme, mais en expliquant. Et je crois que de la rencontre, et c'est ça mon idée du dialogue interreligieux, il ne s'agit pas de dialoguer pour dialoguer, il s'agit de permettre des rencontres et de construire une société où on n'est plus dans le rejet de celui qui est différent. On est dans la construction de ponts. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Nachman de Braslav dans une phrase merveilleuse, on connaît parce qu'on le chante, « Kol haolam kulo gesher tsar meod ». Le monde entier n'est qu'un pont étroit. « Ve'aikar lo lefachet klal ». Et l'important, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. Parler aux autres, aller dans le dialogue interreligieux, s'engager dans ce dialogue, c'est ne pas avoir peur, avoir confiance dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons à transmettre. Et je crois que nos jeunes, notre communauté, est consciente qu'elle a un trésor. Ce trésor, c'est la Torah, elle a des valeurs. Ces valeurs, elle les porte, elle doit les partager avec l'ensemble de la société. Mais pour pouvoir les partager, il faut aller oser la rencontre. Vous pensez qu'on vit notre judaïsme beaucoup plus comme une identité aujourd'hui ou comme une réelle religion ? La religion est un élément de l'identité. On ne peut pas segmenter le judaïsme entre religion, identité, histoire. C'est un ensemble de choses. Chacun se reconnaît dans ce qui le touche, dans ce qui le construit. Même quelqu'un dont le judaïsme se limiterait, par exemple, à sa Madeleine de Proust, c'est-à-dire le gâteau qu'il mangerait à la fin de Kippour dans sa famille, ou, je sais pas moi, une grillade avant Pessah, peu importe ce que ce serait, c'est déjà un lien. Et mon maître, le grand Mashouchna, disait toujours, aussi loin qu'on pense être de Dieu, il suffit de se retourner et on est déjà face à lui. C'est magnifique. C'est sublime, c'est une phrase extraordinaire. Mais c'est magnifique, j'ai toujours adoré cette phrase qui nous dit simplement, réel. Tellement juste. Parce que on le voit avec le prophète Isaïe qui dit Shalom, shalom, la rachok velakarov, la paix, pour celui qui est loin et pour celui qui est près. D'abord pour celui qui est loin. Celui qui est loin, on a une tendresse pour lui. Et même si lui se sent loin parce qu'il n'est pas dans la pratique, il a déjà cette foi dans le fait qu'il a une place à l'intérieur du peuple juif. Et la place, elle est évidemment au cœur des synagogues, parce que c'est dans les synagogues que se transmet
tant et tant de choses, mais sa place, elle est dans tous les événements communautaires, toutes les associations, tout ce qui est la vie juive. Et finalement, peut-être même quelqu'un qui va passer un moment avec des amis autour d'une table de Shabbat, il est à ce moment-là au pied du mont Sinaï. C'est vrai. Je trouve que moi, je bois vos paroles parce que je trouve que c'est d'abord extrêmement bien explicité et extrêmement bien dit. Monsieur le Grand Rabbin de France, il y a une période, bien évidemment, nous luttons contre les préjugés et les idées préconçues absolument toute l'année. Et notre devoir est de lutter contre celle-ci, mais il y a une période précise qui revient absolument chaque année, où d'ailleurs, et j'adore cette phrase, nous parlons de la radio juive unifiée, de la fréquence juive unifiée, et c'est une phrase qui me tient terriblement à cœur, c'est la campagne nationale pour la Tzedaka. La campagne nationale pour la Tzedaka, nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec votre autorisation, je vais me permettre de rappeler le numéro de téléphone qui est à composer et qui est capital de composer. Il y avait le radioton dimanche dernier, 0800 089 089, 0800 089 089. Également un site internet www.tzedaka.fsju.org. Ce site n'a absolument pas changé. La campagne nationale pour la Tzedaka a pour objectif de venir en aide à certaines associations qui elles-mêmes vont venir en aide aux plus démunis. Et on va montrer que le judaïsme est extrêmement ouvert, car bien évidemment nous allons aider les gens de la communauté juive qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais pas seulement. Nous allons également aider absolument tout le monde avec vos dons. Que représente, d'abord on va pouvoir peut-être avec vous définir ce qu'est exactement la Tzedaka, et que représente aujourd'hui ce moment clé de la vie juive qu'est la Tzedaka? La Tzedaka, c'est la recherche de la justice. C'est étonnant, dans le Tzedaka, il n'y a pas le mot charité. Il y a le mot justice vers. Le A à la fin, ça indique une direction. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent à quelqu'un, on va vers la justice. Une société juste, c'est une société où chacun a ce dont il a besoin. Et donc nous, on essaye de mettre en place cette péréquation entre ceux qui ont et ceux qui ont besoin. Rabbi Israël Salanter disait la chose suivante: il faut que les besoins matériels de mon prochain soient mes exigences spirituelles. Ça veut dire que on peut se mettre à prier, à faire de grands gestes religieux, spirituels, mais donner à quelqu'un, c'est et répondre à ses besoins matériels, manger parfois, se couvrir, se chauffer, habiter, travailler maintenant. C'est un grand besoin aussi de la communauté, travailler. Trouver du travail pour ceux qui en ont besoin, ça devient une exigence spirituelle. Cette campagne unitaire est formidable, extraordinaire, parce que elle est un des enjeux, je crois, très forts de ce que nous essayons de construire tous dans la communauté. On est ensemble. On n'est pas à savoir ce que c'est le FSU qui organise, tel ou tel qui organise toutes les synagogues, c'est-à-dire les éléments du consistoire, les fidèles, les administrateurs du consistoire se mobilisent pour la charité. Pour la Tzedaka, j'étais dimanche à beaucoup d'endroits, mais j'étais en particulier à Pantin, où il y avait un espace magnifique avec beaucoup d'animation pour les jeunes, pour les enfants. J'étais accueilli, c'est le DEJ qui organise ça, mais j'étais accueilli par le président, le vice-président, les administrateurs de la communauté qui se mobilisent. Sans dire c'est plutôt pour nous, pas pour nous. Brusquement, c'est un endroit où on est tous ensemble. Et je crois que cette chaleur qu'on retrouve, qui fait que tout au long de l'année, le consistoire fait aussi de la charité au sens de la tzedaka. Le consistoire, par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens, on s'occupe des obsèques, des mariages, sans demander de taxes, qui permettent en fait au système de fonctionner. On s'occupe de ceux qui ont besoin et on distribue tant et tant d'aides. Mais en même temps, quand il y a un appel national, on soutient, on aide et on participe. Et je crois que, oui, la somme est un enjeu majeur, important, mais en même temps, le geste est magnifique. L'implication de chacune et de chacun est magnifique. Et ensuite, d'aider très largement, ça fait partie de ce rêve qu'on aurait, de faire en sorte que l'ensemble de la société puisse retrouver une dignité. Parce que la justice, c'est donner avant tout de la dignité à chacun et à chacune. Le don de soi est extrêmement important dans le judaïsme, et c'est vrai que c'est ce que je disais à la radio, par la radio. Ceux qui quêtent, exactement, ceux qui quêtent. Moi, je vois l'effort qu'il faut. Alors, il y a le mois de la Tzedaka, mais il y a quelques jours, c'était le 11 novembre, et moi, je suis administrateur de Souvenirs français. On s'occupe des tombes, des morts pour la France. On peut en parler de la Grande Guerre, bien sûr. Alors, s'occuper de ça, vous savez ce que c'est de passer
toute la journée du 11 novembre et la journée du 1er, du 2 novembre aux portes des cimetières pour demander aux gens qui viennent se recueillir sur les tombes, comme ça se fait en France partout, de donner une obole. Cette mobilisation, elle est magnifique. Et je crois que toutes celles et tous ceux qui sont les bénévoles de l'action du mois de la Tzedaka sont à remercier, sont à honorer, parce que sans eux, il n'y aurait pas cette capacité à toucher chacune et chacun. Et je crois qu'il y a plusieurs objectifs. Je le répète, il y a la somme, il faut qu'il y ait une somme conséquente, mais il faut aussi que nous soyons tous ensemble. Il faut aussi qu'il y ait de plus en plus de donateurs. De plus en plus de donateurs, des personnes qui donnent même très peu, mais qui participent à cet élan. Et tout cela, on parle de mobilisation et d'engagement. Et moi, je crois que le mot-clé de ce mois est un mot qu'on avait défini pour un centre dans le 17e arrondissement à Paris qui s'appelle Moadone, où on avait essayé de trouver une devise. Cette devise, c'était Inéni. Me voici. Me voici présent aux autres. Me voici présent à ceux qui souffrent, à ceux qui se sentent seuls. Vous savez, le simple fait, par exemple, d'aller visiter un malade ou une personne âgée, une personne isolée, ni malade ni âgée, mais seule. Le simple fait de passer du temps avec cette personne, peut-être simplement de lui donner un coup de fil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette mobilisation, cette façon de dire « je suis présent aux autres », c'est finalement un grand cadeau qu'on peut vivre tous ensemble pendant le mois de la Tzedaka. Et c'est là où on prend conscience également de la chance que l'on a d'être de l'autre côté et de faire plus que cette mitzvah. Parce que bien évidemment, c'est une mitzvah, c'est une bonne action, mais c'est un devoir d'aider l'autre. Bravo. Je vais vous prendre à l'école rabbinique parce que vous parlez comme un rabbin maintenant. C'est magnifique. Monsieur le grand rabbin de France, vous étiez le 13 novembre dernier à Auschwitz. Vous êtes parti avec qui d'abord à Auschwitz et alors bien évidemment vous avez voulu faire passer ce message fort du devoir de mort, du travail de mémoire, mais qui est parti avec vous et que s'est-il passé exactement pendant ce voyage? C'est un voyage que j'organise depuis de nombreuses années avec les armées où il y a une centaine d'écoliers, c'est-à-dire d'écoliers. Alors il y a des écoles comme l'école des pupilles de l'air de Grenoble, Louis le Grand, l'école Sainte-Ursule, l'école du Prytanée de la Flèche, qui est une école militaire très importante, et l'école l'ISMAP, l'Institut supérieur du management public et politique, qui là prend des élèves un peu plus âgés, qui sont en bac plus 3 à 4, plus des militaires, des civils, des pasteurs, des prêtres, des imams et des rabbins, quelques politiques, avec un équilibre droite-gauche très précis. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on crée un groupe où on découvre avant tout ce qu'il y avait avant. Je trouve difficile d'aller sans préparation, donc il y a une lourde préparation par les professeurs. Et cette préparation se fait dans les écoles, mais par exemple, l'école de Grenoble vient la veille, rencontre les élèves de Louis le Grand, donc il y a déjà une rencontre entre eux, puis ils confrontent ce qu'ils ont préparé pour le voyage, puis ils vont tout l'après-midi au mémorial de la Shoah, où ils visitent ensemble, puis ils rentrent, et ils viennent le lendemain à Auschwitz. Mais avant, on va dans la dernière synagogue d'Auschwitzim, c'est-à-dire la ville d'Auschwitz. Auschwitz étant le nom allemand, donc Auschwitz recouvre le camp. Mais la ville d'Auschwitzim, il y avait 20 synagogues. Il n'en reste qu'une qui est un musée. Mais moi, j'organise ces voyages depuis 13 ans, toujours un jeudi, pour pouvoir sortir la Torah. Parce que j'estime qu'il y a une grande victoire à sortir et à lire la Torah en ce lieu. Donc on lit la Torah. C'est souvent pour les élèves, il faut penser, des jeunes qui arrivent de toute la France, c'est souvent la première fois qu'ils mettent les pieds dans une synagogue. Et donc on leur explique ce qui se passe dans une synagogue, ils visitent le musée, puis on va au camp d'Auschwitz, où là on visite le camp, puis on va à Birkenau, où il y a une cérémonie très jolie, très émouvante, où chacun dit ce qu'il ressent. Et ce moment du retour dans le froid, dans la nuit, sur cette longue voie ferrée, est un moment où, d'une certaine manière, on réfléchit à ce voyage, où on digère ce qu'on n'a pas pu complètement cerner, comprendre, mais qu'on a perçu et qui est terrible. Je peux vous garantir que le sentiment de fraternité et le sentiment d'exigence de transmettre se construit là. Elie Wiesel a dit une phrase extraordinaire quand on lui dit « mais les témoins disparaissent ». Il a répondu « entendre les témoins, c'est devenir un témoin soi-même ». Et je peux vous dire que tous les jeunes et les moins jeunes, les 172 personnes qui étaient dans ce voyage sont revenus en étant des témoins et ils vont transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire transmettre? Ça veut dire que par exemple, les élèves du Prytanée de la Flèche et les autres vont faire un travail ensuite avec leurs professeurs, puis ils vont restituer ce travail à l'ensemble de l'école dont ils sont originaires.
Et en général, avec le docteur Buzyn qui m'accompagne dans tout ce voyage, qui est un ancien déporté, qui est un homme extraordinaire, qui a été ensuite un chirurgien, on va sur place et lui parle à ces jeunes. Et je peux vous dire qu'il y a une force de son témoignage incroyable, parce que lui, il n'est pas dans simplement une histoire qu'il raconte, il est dans ce qu'il a été, ce qu'il a vécu. C'est exactement ce que nous dit le passage du Deutéronome. Interroge ton père, il te dira, tes anciens, ils te raconteront. Sheal avicha veyagetra zekenecha viomolach. Interroge ton père, il te dira, tes anciens, ils te raconteront. Cette possibilité d'aller faire un lien intergénérationnel pour que on passe la transmission à la fois de la mémoire et de la responsabilité. C'est ce qu'on construit dans ce voyage aussi. Vous qui êtes très proche de l'éducation nationale, on parlera de certains sujets concernant l'éducation nationale. Et la Fondation de la mémoire de la Shoah. Très importante. Aide à ces voyages. Et je veux vraiment lui rendre hommage parce que je peux vous garantir que des gens qui nous aident, je monte ce voyage depuis des années avec Air France, avec Aéroport de Paris, avec le monde aéronautique, parce que c'était mon monde lorsque j'étais dans l'armée de l'air. Mais la Fondation de la mémoire pour la Shoah soutient, aide ces initiatives et apporte finalement deux choses essentielles. Elle apporte la possibilité de voir et de comprendre, et elle apporte ensuite la possibilité de transmettre par tant et tant de programmes qui font vivre la culture juive. Et je crois que la jonction de ces deux, il faut lui rendre hommage, et c'est l'occasion, vous me donnez l'occasion de le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vérifier, alors bien évidemment, la majorité des professeurs d'histoire, cette majorité est extrêmement bien formée, mais je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de vérifier comment, dans les écoles, la Shoah est-elle enseignée ? Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. J'étais en classe de première, et donc il y a très longtemps. Il y a 2-3 ans. Oui, de 3 ans. Et mon professeur d'histoire nous expliquait la Shoah, etc. J'étais le seul juif de ma classe. La professeure d'histoire nous expliquait la Shoah, et à un moment, elle a employé l'expression « race juive ». Donc, bien évidemment, je n'ai rien dit pour l'instant. Je suis allé la voir à la fin du cours et je lui ai dit « Pardonnez-moi, mais je pense que vous avez commis une erreur ». Je vous précise que cette professeure d'histoire enseignait l'histoire géo depuis une 40aine d'années. Donc je lui ai dit « Moi, je suis de race blanche, de nationalité française et de religion juive ». Elle a commencé à se mettre dans tous ces détails, etc. Et le lendemain, nous l'avions en cours. Effectivement, elle m'a présenté ses excuses et elle a présenté ses excuses à toute la classe. Mais ce qui m'a embêté, c'est que moi, je lui ai fait la réflexion, je lui ai fait la remarque. Mais ça faisait 40 ans qu'elle employait race juive. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus à l'école ? Déjà, au moins dans cette classe, on en parlait. Oui. Parce que dans le livre terrifiant sur les territoires perdus de la République, on nous a expliqué qu'il y a des endroits où il est impossible d'en parler. Et donc l'éducation nationale fait un travail très fort. On en a reparlé avec le président du consistoire, nous étions ensemble voir la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui nous a redit l'implication totale de ces services pour contrôler qu'elle soit bien enseignée et qu'on tire les leçons pour chacune et chacun dans la vie d'aujourd'hui, partout en France. Parce que le territoire de la République est un et indivisible. Et il n'est pas pensable qu'il y ait des endroits où on puisse, et d'autres endroits où on ne puisse pas. Donc, c'est important, je crois, d'en parler. Maintenant, ce qui est encore plus important, c'est de former les professeurs à une pédagogie qui explique les choses et qui permet de transmettre un enseignement. On veut faire trop de choses à l'école. Mon avis, c'est que l'école fait beaucoup de choses par délégation des parents. C'est aussi dans les familles. C'est aussi à la société de faire en sorte de pouvoir transmettre quelque chose. Vous savez, parfois, avec un film, une œuvre d'art, un livre, on peut dire tant et tant de choses qu'on n'arrive pas à dire en classe. Vous savez, c'est un peu comme Birkat Amazon. Birkat Amazon, la prière après le repas, si je me mets à vouloir l'apprendre, prendre du temps, ça va être compliqué, il faut bosser durement. En revanche, vous allez 3 semaines en colonie de vacances, vous revenez et vous le connaissez par cœur. Les chen, nous le chesed, nous le racham, vous le connaissez par cœur. Okay, c'est vrai. Ce qui veut dire que par l'apprentissage informel, vous allez beaucoup plus loin. Et je crois que il y a à expliquer, à montrer en classe, et c'est important. Mais les familles, mais le cinéma, la télévision, doivent être capables de passer aussi ces messages sur l'histoire. Et pas de se dire uniquement, juste à tel moment, un moment anniversaire, on met tout partout et on fait rien après toute l'année. Je crois qu'il est important d'avoir des temps où on réfléchit sur notre histoire. Et on le voit avec la commémoration de la Première Guerre mondiale.
cette commémoration de la Première Guerre mondiale touche toutes les familles françaises. Toutes les familles françaises. J'ai vu comment j'ai été bouleversé en allant à l'inauguration d'une exposition sur la Première Guerre mondiale quand j'étais encore des armées, à la Bibliothèque nationale. Je suis tombé par le plus grand des hasards sur l'avis de décès de mon arrière-grand-oncle, mort le 22 août 1914, qui est la pire journée de la guerre, où il y a eu plus de 30 000 morts ce jour-là sur le front belge. Et je me dis, chaque famille en France a été touchée par cette guerre. Et on voit comment la commémoration se construit, sur le mode heureux d'ailleurs, de la remémoration. La commémoration, c'est dire, voilà, il y a 100 ans, ils sont partis, ils sont morts. Se remémorer, c'est dire, quels sont les abandons, quelles sont les peurs, quels sont les enfermements idéologiques et réels qui ont mené à ce désastre. Comment pouvoir les éviter ? C'est exactement ce que nous faisons. La fonction mémorielle dans le judaïsme est extraordinairement moderne. Quand vous commémorez la Pessah, vous ne commémorez pas simplement le fait qu'il y a 3500 ans, nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Vous vous remémorez qu'ils ont été capables de sortir de l'enfermement d'Égypte et que nous, donc, nous devons être capables de sortir de nos enfermements. C'est ça, la remémoration dans un temps qui n'est ni circulaire ni linéaire, qui nous permet de monter, qui nous permet de revenir sur ce qu'on a fait. Ça s'appelle en hébreu la teshuva. C'est-à-dire revenir pour aller un peu plus loin. Revenons-en, si vous le permettez, Monsieur le Grand Rabbin de France, à votre programme. Et nous allons parler d'une création, la médiation, les médiateurs. Alors, un homme, une femme, ça c'était extrêmement important. Alors, en gros, c'est-à-dire que, vous m'arrêtez si je me trompe, si un problème finalement ne trouve pas, si on est dans l'impasse et qu'on ne trouve pas de solution en appelant par exemple le consistoire, on peut avoir donc une discussion, un rendez-vous avec un médiateur ou une médiatrice et une médiatrice. D'abord, il faut rendre un hommage réel au travail des consistoires, des administrations qui gèrent la communauté juive. Le consistoire de Paris, le consistoire national, les consistoires dans toutes les villes de France abattent un travail incroyable pour pérenniser le judaïsme, avec un patrimoine immobilier énorme, qui correspond peut-être plus à certains besoins. Pensez, je sais pas moi, à la synagogue d'Étain, dans la Meuse. Il y a une synagogue à Étain. Il y a une synagogue à Vitry-le-François, qui était dans ma région lorsque j'étais à Reims. Vitry-le-François, pour vous, c'est une ville sur la nationale 4, mais Vitry, c'est le nom du Marzor de Vitry. C'est-à-dire que le peuple juif en entier, pris dans un livre, au fin fond du monde, dans le Marzor Vitry, ils savent pas que c'est Vitry-le-François. Mais il y a une petite synagogue là-bas. Donc, tout ce patrimoine, il faut l'entretenir. Il faut aussi payer des fonctionnaires, des rabbins, des gens qui font en sorte que, quand vous en avez besoin, eh ben, ils sont là. Et tout ça, même si vous n'êtes pas forcément impliqué avant dans la vie communautaire, on répond encore une fois inédit. Donc il faut d'abord rendre hommage à toute l'action que bat le consistoire, les consistoires régionaux, les consistoires locaux, les rabbins, les présidents, les administrateurs. Alors parfois, quelqu'un vient avec une question et il a le sentiment de ne pas être compris, entendu, de ne pas être respecté. C'est un sentiment. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que tous ceux qui viennent ont raison. J'ai regardé les dossiers, parce que les dossiers me sont adressés ou sont adressés au président du consistoire. Et nous, on les transmet aux deux médiateurs. Pas forcément l'homme pour les hommes et la femme pour les femmes, mais deux médiateurs qui se partagent les dossiers en fonction de leur intérêt, de leur disponibilité. Ils abattent, ces deux médiateurs, un travail incroyable, d'abord de rencontre. C'est important quand parfois l'histoire est déjà finie. Et on a eu le sentiment de ne pas être bien traité. C'est inadmissible ce qu'on m'a fait. Le simple fait de venir l'expliquer à quelqu'un qui est vice-président ou vice-présidente du consistoire, quelqu'un qui est dans la construction, la reconstruction d'un lien, c'est déjà essentiel. Après, on peut des fois représenter les arguments de la personne. Parce que souvent les gens n'arrivent pas à bien présenter. Ils sont tellement dans leur histoire. N'oublions pas que c'est leur vie qu'ils étalent devant nous. C'est leur vie dont ils font dépendre d'une décision, et parfois ils n'arrivent pas à bien l'expliquer. Parce qu'ils sont tellement prisonniers d'une façon de penser qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de ceux qui sont en face d'eux. Alors, ces médiateurs font un travail extraordinaire pour retisser de la confiance dans l'institution. Et je peux vous dire que c'est une de mes grandes fiertés, d'avoir mis en place ce système.
J'envisage même déjà de mettre en place des systèmes régionaux. Parce que, évidemment, des gens nous appellent, nous écrivent par mail ou par téléphone. Et il vaut mieux rapprocher les médiateurs des fidèles. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux avoir 2 ou 3 médiateurs toujours équilibrés, hommes-femmes, partout en province. Mais pour l'instant, ça marche de manière extraordinaire. Et on est en train de voir comment essayer d'améliorer le système. Alors, ça nous amène à parler de la place extrêmement importante, justement, des femmes, également au sein de notre communauté. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette petite anecdote. Je vous ai rencontré il y a peu de temps, lorsque je présentais le Shabbat mondial, avec mon collaborateur et confrère Yves Toledano et Sandrine Seban d'RCJ. Et puis, Sandrine Seban vous remerciant sur scène, monsieur le grand rabbin de France, de lui avoir permis de présenter cette soirée à nos côtés. J'ai trouvé cela extraordinaire, mais c'est vrai que ça fait aujourd'hui, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est quand même la preuve d'une avancée et d'une ouverture d'esprit, d'une modernité incroyable, je trouve, du judaïsme. Non, c'est pas... pardon. Pour moi, c'était évident, naturel. La question ne se pose pas. Pour vous, pour moi. Mais la seule limite, c'est la halakha. Si la halakha autorise, on fait. Si la halakha n'autorise pas, on ne fait pas. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire du moderne pour dire je fais du moderne. Bien sûr. L'idée, c'est comment la halakha nous permet de vivre des choses ensemble. Voilà, dans une synagogue, par exemple, on prie hommes et femmes séparés. On peut monter et descendre, on prie hommes et femmes séparés. Mais séparés ne veut pas dire les femmes reléguées très loin ou dans une autre pièce. Ça peut être une séparation qui met les hommes et les femmes en équité de position par rapport à la Torah. Quand j'organise un Shabbat plein à Polytechnique, par exemple, je fais une séparation dans le sens de la longueur de la synagogue, et les hommes et les femmes sont assis de chaque côté, les garçons et les filles sont assis de chaque côté, avec une séparation entre les deux, une vraie séparation, une mechitza entre les deux. Ce qui fait qu'ils sont au même niveau par rapport à la Torah. Donc, je ne dis pas que nos synagogues, avec leurs balcons, il faudrait faire la même chose, mais parce qu'il y a aussi une géographie des synagogues, etc. Mais je ne suis pas dans l'idée de dire il faut bannir tout cela. Au contraire, la halakha le dit, il faut respecter la halakha. C'est la grandeur du judaïsme français d'être fidèle à la halakha et d'être une référence en la matière. Et là, il faut rendre hommage au consulat de Paris, au Bet Din, au Grand Rabbin de Paris, au Grand Rabbin Guggenheim, de faire en sorte que la halakha soit respectée. Ce que je demande simplement, c'est que on soit capable d'interpréter les choses pour entendre la demande. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Dieu lui-même a demandé à Abraham cela. Écoutez cette phrase, comme elle est magnifique. Kol Asher Tomar Sarah Shema Bekola. Tout ce que Sarah te dit, entends sa voix. Entends ce qu'elle te demande. Entends sa souffrance de ne pas être sentie intégrée. Entends sa souffrance d'avoir envie d'étudier. Et voilà pourquoi j'encourage des cercles d'études pour les femmes. J'encourage le fait que les femmes puissent être administratrices dans les comités, s'investissent dans la vie communautaire, comme elles le font avec beaucoup de réussite. Et finalement, ça devient une non-question parce que elles prendront la place qu'elles prendront en s'investissant, en s'engageant. Monsieur le rabbin de France, autre question d'actualité. On en parle beaucoup en ce moment. Certains remettent même en cause la circoncision. Alors, non. on va... Pas remettre en cause la circoncision, soyons honnêtes. Une députée européenne allemande a fait une proposition qui a été rejetée fermement, terriblement, à la fois par la chancelière Merkel en Allemagne, puis par le Parlement européen. Mais cette demande, cette question a ravivé le débat et nous a obligés à penser comment on devrait lutter si un jour on avait les mêmes attaques contre la circoncision que celles que nous subissons sur l'abattage rituel ou sur d'autres rites. Et donc on a engagé un travail, c'est mon prédécesseur qui l'avait engagé. Vous voulez parler, je suppose, de l'association des Mohalim ? Exactement. Très bien. Alors, ça avait été, oui, de mémoire, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est un projet qu'avait coordonné également le rabbin Moshe Levin et qui avait été initié par le grand rabbin Gilles Bernheim. Exactement. Et le rabbin Levin a continué à travailler sur cette question essentielle avec des gens formidables comme Maître Charles Meyer, le docteur Charles Sulman, vice-président du consistoire, le président Mergui, les rabbins, les grands rabbins, le grand rabbin Guggenheim avait suivi ça au niveau du grand rabbin de Paris, au niveau de la halakha. Bien. Et donc, les statuts de l'association ont été déposés. Nous avons mis en place quelque chose de très important qui est une assurance pour les Mohalim, avec un cahier des charges. Et donc,
il y a une obligation d'apprendre et de pratiquer des gestes qui sont des gestes d'hygiène, des gestes simples d'hygiène, mais qui ne sont pas respectés par tous les mualim. Et donc, il y aura une association qui donnera sa garantie et qui permettra de clarifier le système et qui nous permettra, nous, si un jour, par malheur, on a des demandes ou des interrogations des pouvoirs publics, on pourra dire, mais nous avons pris les mesures pour respecter à la fois la lettre et l'esprit de la loi. En France, on a la liberté de pratique religieuse, qui est une très très bonne chose, et les mualim, ceux qui pratiquent la circoncision, sont agréés, reconnus quand ils vont respecter le cahier des charges de cette association. Il faut vraiment, ça c'est un travail des parents, bien sûr, de choisir les mualim qui seront membres de cette association. Il ne s'agit pas pour nous de dire les bons et les pas bons. Il s'agit pour nous de dire un moël doit aussi être formé régulièrement. Un moël doit aussi se tenir au courant de ce qu'il fait. Un moël doit respecter aussi des formes religieuses, mais des formes aussi d'hygiène. Il est impensable que des mualim n'utilisent plus maintenant des éléments jetables. Il y a des choses qui se faisaient peut-être par le passé, qui ne peuvent plus se faire. Il faut encore une fois, et c'est ça l'intelligence de cette association que le consistoire va porter, et qu'il a porté déjà sur les fonds baptismaux, puisque le docteur Charles Sulman doit en être vice-président, je crois. Il est vice-président du consistoire. C'est de permettre de rassurer les familles sur la sécurité de cet acte, qui est un acte rituel tellement essentiel pour nous. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est une association donc, qui comporte, comme vous l'avez dit, des rabbins, bien évidemment. Des mualim. Des mualim. Je crois des avocats, un professeur en neurologie également. Le professeur Marc Zerbib et le professeur Lebel sont les référents techniques, si j'ose dire, pour cette association. Et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup œuvré pour expliquer la Mila à des spécialistes, parce que il y a un besoin d'expliquer les choses. Et c'est peut-être une des erreurs qu'on a pu commettre par le passé. On pensait que il faut vivre caché, il faut faire les choses. Non, il faut expliquer les choses. Quand vous expliquez les choses, à ce moment, les gens comprennent que notre volonté n'est pas de cacher les choses ou de vivre en secret. Notre volonté, c'est de vivre notre foi, mais en comprenant les interrogations, les besoins d'une société qui veut plus sécuriser les choses. Il faut tenir compte de cet impératif et faire, en respectant toujours la halakha. Ce corpus de règles, cette association existait déjà depuis longtemps en Grande-Bretagne, me semble-t-il. Oui, bravo. Elle est très ancienne. Elle a plus de 100 ans, 120 ans même, oui, même un peu plus, je crois, en Grande-Bretagne. Et c'est d'ailleurs le contrat d'assurance anglais qui va assurer nos mualim ici. Mais c'est important, assurer, c'est pas uniquement une question de responsabilité civile, c'est une question de sérénité pour les parents. Voilà, c'est un acte qui est important. Vous savez, c'est toujours un acte un peu sensible. On vient d'avoir un bébé et on lui fait une opération. Il faut garder le côté festif, le côté heureux de cette fête pour, grâce à Dieu, on a très 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 peu de problèmes. Mais voilà, il faut faire attention. Et je crois que dans une société où le principe de précaution s'impose un peu partout, il faut nous aussi qu'on prenne les précautions pour expliquer le geste que nous posons depuis des millénaires comme une alliance, un geste d'alliance avec le peuple juif. Monsieur le Grand Rabbin de France, le temps passe à une allure absolument incroyable. C'est également à la radio le plus grand ennemi, mais c'est très bien parce que vous allez me faire un magnifique cadeau. Vous allez réaccepter une nouvelle invitation. Si Dieu veut. Monsieur le Grand Rabbin de France, il y a un sujet dont de nombreuses personnes se soucient aujourd'hui, et notamment les étudiants. Il y a des examens scolaires et universitaires, mais je pense plus universitaires, qui ont été, qui sont et qui seront programmés le samedi ou le vendredi en fin d'après-midi, en hiver. Donc pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ? D'abord, c'est un sujet que j'ai suivi depuis de longues années, où il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations. On a une très très bonne écoute du ministère. Il faut tenir compte de certains éléments positifs, d'autres éléments négatifs. Si vous voulez bien, on va commencer par le négatif, comme ça on finira avec le positif. Négatif, c'est l'autonomie des universités. C'est-à-dire que le ministère peut dire « on comprend, on est d'accord ». Le ministère peut demander à l'université de faire, et un prof dit « non, moi je veux pas ». J'ai vu le cas récemment.
C'est terrible. Avec parfois des mots et des écrits insupportables. Et moi, je veux rendre hommage à nos jeunes, garçons et filles, et je veux rendre hommage à leurs parents, qui, en tenant bon, sont l'honneur de la France et du judaïsme. Parce que si on commence à transiger avec sa foi, comment la République pourra avoir confiance dans un citoyen qui n'a ni foi ni loi? Or, nous prétendons former aussi des citoyens qui ont une foi et qui respectent la loi. C'est ça le principe de la laïcité. Donc, voilà, un problème, c'est l'autonomie, le fait qu'on n'est pas dans un système rigide. Les bonnes nouvelles. Premièrement, sur tout ce qui est concours organisé par l'État, on a une très très bonne écoute. Très bonne. Et il ne s'agit pas de dire voilà ce qui a été fait, mais en tout cas, on a une très bonne écoute. Sur la volonté du gouvernement de rapprocher les filières. Rapprocher les filières, ça veut dire moins de filières égale moins d'examens, égale plus de besoin d'avoir des examens le samedi. Parce que l'État ne fait pas des examens, les universités ne font pas des examens le samedi de gaieté de cœur. Ça embête tout le monde. Pas pour des questions religieuses, pour des questions de week-end. Bien. Mais donc, s'il y a moins de filières, moins d'examens. Et les examens auront lieu en semaine. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir un dialogue local. Souvent, en expliquant les choses, on arrive à régler les choses. Quand on n'arrive pas, la GCLAP, l'association des juifs élèves des grandes écoles des classes préparatoires, fait un travail remarquable pour essayer d'apaiser les choses, de trouver des points de sortie. Et puis, grâce notamment à un prof de maths de l'Ort de Strasbourg, on fait un travail d'anticipation sur les calendriers. Parce qu'il y a quelques années, j'avais obtenu qu'il y ait la fête de Shavuot dans le calendrier officiel des fêtes reconnues. Il y avait avant Rosh Hashanah 2 jours, qui est pour 1 jour. J'ai expliqué qu'en réalité, il fallait compter 3 fêtes, qu'on nous disait il faut 3. Bon, donc on m'avait donné 3 jours. J'avais expliqué qu'il fallait 3 fêtes et non pas 3 jours. Et donc je vais rajouter, et le ministère l'avait fait, le Shavuot qui tombe souvent au moment des examens. Là, le travail que je fais en ce moment, c'est avec le ministère de la fonction publique pour remettre en place la note qui précise les dates de ces fêtes, de manière à ce que l'université puisse anticiper sur la préparation. Je crois beaucoup à l'anticipation et on est en train de solutionner les choses. Mais je me mets à la place des jeunes qui ont la peur de voir leur année gâchée. Et vraiment, je veux leur dire toute ma reconnaissance parce qu'ils défendent une magnifique idée du judaïsme. Une idée où, vous voyez, à Hannah, on lui a demandé de se prosterner devant une idolâtrie. Elle et ses 7 enfants ont refusé et ils ont payé de leur vie cela. On demande à nos jeunes, non pas le même sacrifice, heureusement, on leur demande parfois des sacrifices terribles. Je pense à une jeune qui a été... qui a passé une agrégation de sciences de la vie et de la terre, SVT, qui, au nombre de points, l'a eu, mais comme elle n'a pas passé un oral, on a considéré qu'elle ne devait pas l'avoir, ce qui est un scandale. Mais on est en train maintenant de travailler sur revoir comment pouvoir arranger ce type de questions. En tout cas, sachez qu'au consistoire, et au consistoire, au Grand Bain de France, c'est la même chose, on travaille d'arrache-pied sur ces questions, cas après cas. Et je peux vous dire que j'appelle moi-même les élèves pour voir comment on peut localement trouver des solutions. Et je peux vous dire, on a à la fois des justes, des professeurs qui acceptent, qui arrangent, qui permettent des choses. C'est à leur honneur et honneur de la France. Et on a des gens qui appliquent une vision restrictive, dangereusement restrictive de la laïcité, qui n'est plus la liberté de pratique religieuse, mais qui devient l'oblitération radicale du fait religieux dans la société, ce qui est dangereux. Monsieur le Grand Rabbin de France, nous allons nous rappeler d'un très grand homme qui a disparu il y a une vingtaine d'années. Nous commémorerons l'anniversaire de sa disparition le 5 décembre 1994. Il s'agissait de l'un de vos prédécesseurs, le Grand Rabbin de France, monsieur le Grand Rabbin Jacob Kaplan, qui a été Grand Rabbin de France de 1955 à 1981. Vous souhaitiez revenir bien évidemment sur ce décès il y a environ 20 ans. Nous commémorons, je le disais, le 5 décembre. J'irai, si Dieu veut, le 5 décembre à Mulhouse, qui fut son premier poste rabbinique. De 1922 à 1929. Exactement. Et il a notamment... c'était son premier poste et on va mettre une plaque à sa mémoire sur la place de la Liberté où il habitait à l'époque. Et ses enfants, ses 4 enfants, puisque un de ses enfants est décédé malheureusement, ces 4 enfants, j'espère, seront avec nous pour apposer cette plaque, place de la Liberté.
Le grand rabbin Kaplan, c'était un homme extraordinaire qui a été, lui, un grand Français, un grand judaïsme, qui a été grand rabbin de France, vous le disiez, de 1955 à 81, mais qui l'a été par 2 fois avant. Il a été grand rabbin de France par intérim à partir du 8 janvier 44, jusqu'à la fin de la guerre, ce qui était une situation terrible. Et puis il a été par intérim à nouveau au moment du décès du grand rabbin Isaïe Schwartz, et ce qui fait que c'est lui qui a réglé l'affaire des enfants Finali. Vous savez, ces 2 enfants qui avaient été pris par une mademoiselle Brun, qui avait été ensuite pris par les sœurs de Sion, puis exfiltrés en Espagne pour pas être rendus à leur famille, parce qu'ils avaient été plus ou moins baptisés. Et c'est lui qui, dans un dialogue fort, un vrai bras de fer avec l'Église, obtient leur restitution. Je les ai vus, ces enfants. Les enfants Finali, je les ai vus. Et je les ai rencontrés. Et ils sont maintenant tous les 2 en Israël. Et il y a dans cette affaire tout ce qu'était cet homme. La fermeté dans les convictions, la volonté inégalée de défendre toujours le judaïsme et la France. Et je crois que on a encore à apprendre de cet homme. Voilà pourquoi, pour les 20 ans de sa mort, je voulais absolument faire quelque chose d'important. Et voilà pourquoi j'irai à Mulhouse son premier poste ce 5 décembre 2014, si Dieu veut. Monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, pour conclure cette émission, moi je souhaitais vous dire que je vous considère, après vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux, mais je vous considère comme un grand rabbin de France, entre guillemets, très accessible. Vous êtes un homme de terrain, vous aimez aller à la rencontre de notre communauté, et pas seulement. Vous êtes un grand rabbin de France qui se prête également à pas mal de choses. Moi j'ai ce souvenir mémorable, je suis désolé, mais je vais le dire parce que c'est vrai que ça m'a marqué, j'ai été ébahi en vous voyant. Vous avez chanté sur la scène du Shabbat mondial, avec notamment Amir Haddad, et puis alors j'avais votre chargée de mission, votre collaboratrice, qui est venue me voir avant la présentation me disant mais est-ce que si il faut que le grand rabbin de France monte sur scène. Et moi bien évidemment j'ai dit sans son autorisation certainement pas, et vous êtes monté spontanément. Vous êtes un homme de terrain, vous êtes un homme de public, vous aimez aller à la rencontre des gens, et ça je trouve ça extraordinaire. Vous êtes un grand rabbin de France extrêmement accessible. Bon, ça... C'est mon ressenti. Bon, ben merci. En tout cas, c'est ce que mon maître, le grand Machouchna, m'a toujours appris. Et j'ai le sentiment que mes prédécesseurs étaient très accessibles. J'ai eu le bonheur de travailler pour le grand bain Citruc. J'ai aidé aussi l'élection du grand bain Bernheim. Je crois que on salue les 2, bien évidemment. Voilà, mais je crois que et alors, on pourrait saluer aussi le grand bain Sirat, que j'ai vu ce matin, et qui a toujours un grand intérêt pour l'enseignement de l'hébreu, et on a parlé de ça ce matin, l'hébreu en France. Mais pour revenir à ça, pour chanter avec Amir sur la scène, j'étais obligé, ma fille avait exigé que je lui apporte une photo de Amir. Que vous avez faite sur scène. Ah, je l'ai fait sur scène et elle était très heureuse. Mais je crois qu'il y avait quelque chose de formidable, de chaleureux, de joyeux, d'heureux. Vous voyez, ce soir, après ce Shabbat mondial, le rabbin Levine avait organisé ce Havdalah, ce temps de concert où des amis sont venus chanter, où plus d'1 millier de personnes est venu partager ce moment, cette émotion, cette chaleur. Religieux ou pas. Exactement. Et là, j'ai vu ce que voulait dire le verset de la Bible. Ivdou et Hashem besimcha. Servez l'Éternel dans la joie. Il y avait une grande joie, et c'était difficile de ne pas partager. D'ailleurs, sans vouloir dénoncer quiconque, le président du consistoire, Joël Mergui, est venu aussi sur scène, et lui aussi a chanté. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous avons les preuves. Voilà, il y a des photos, il y a des images. Et on le salue également. Mais c'était vraiment un beau moment d'émotion et de partage. Et je voudrais faire en sorte que tous les moments, toutes les conférences, j'étais hier à Saint-Mandé, je vais demain, je ne sais plus où, mais bref, je réponds autant que faire se peut à toutes les communautés qui m'invitent. Je vais très régulièrement en province pour des Shabbatot, pour des réunions, pour des conférences, rencontrer les rabbins, rencontrer les communautés, les administrateurs, les présidents, tous ceux qui font vivre ce judaïsme, parce que c'est notre mission de pouvoir les accompagner et de faire en sorte que le judaïsme français puisse vivre dans la joie. Ivdou et Hashem besimcha. Monsieur le grand rabbin de France, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Le générique va se déclencher dans quelques secondes. Le mot de la fin vous appartient. Mais écoutez, merci beaucoup de nous permettre d'être en lien. La radio est un outil et un lien extraordinaire qui permet de rentrer dans les foyers, dans les véhicules. Moi, j'écoute beaucoup la radio en voiture, et de contacter chacune et chacun. Il faut que ce lien soit poursuivi
par un lien réel, et vous avez le moyen de continuer ce lien par un engagement et par un geste. Chaque chose dans la vie, elle doit être, dans le judaïsme en tout cas, c'est naaseh venishma, on fait, on s'engage. Et là, pendant le mois de la Tzedaka, j'engage tous vos auditeurs à participer à cette merveilleuse journée et mois, semaine de la Tzedaka. Il y a un mois de la Tzedaka. Et alors, vous me tendez le numéro de téléphone, parfait, je vais vous donner le numéro de téléphone, 0800. Ah, je le fais bien ou pas? Formidable. 0800 089 089. Bon, vous voulez m'embaucher au consistoire, je vous embauche à la radio. Moi, je vous dis, c'est pas le consistoire. Avant le consistoire, Il y a l'école rabbinique. Vous venez à l'école rabbinique. Très bien. On vous forme, on a besoin de rabbins. Voilà. On peut aussi mobiliser les jeunes pour venir partager ce rêve d'aider et de porter l'ambition du judaïsme français, d'être toujours un espace de sérénité et de proposition. Ça a pour été un l'ensemble très grand honneur de la société. de vous recevoir dans mon émission sur Radio Un plaisir. Shalom. J'espère vous revoir très rapidement sur cette antenne et ailleurs avec le plus grand plaisir. Merci mille fois, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Il est 20h59 et 23 secondes. Je vous retrouverai avec le plus grand plaisir la semaine prochaine avec l'ensemble des spécialistes. Nous sommes là pour vous aider, bien évidemment. Si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer un avocat, un médecin, un dentiste et tous les autres, eh bien, cette émission est là. Un rabbin, bien évidemment, avec monsieur le rabbin Moshe Levin. Eh bien, vous pourrez contacter cette émission avec le plus grand plaisir. Merci Rudy pour la réalisation technique de cette émission et encore une fois un très très grand merci à vous, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et à très vite sur cette antenne et partout ailleurs. Si tu veux. À très vite.